Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'opportunité de présenter encore une fois au Secure. Puis cette année, on vous propose de plonger dans l'univers des menaces numériques liées à la Chine, après vous avoir parlé des menaces numériques liées à la Russie l'année dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là l'an passé, on va se présenter rapidement. Je te laisse te présenter, Mathieu. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu Tartin. Je suis chercheur en logiciels malveillants à I7 depuis 2018. Je travaille essentiellement sur les groupes de cyberespionnage en lien avec la Chine et je dirige une de nos équipes de recherche à notre bureau de recherche à Montréal. Merci. Donc moi, c'est Mathieu Faou. Je travaille chez I7 comme chercheur en logiciel malveillant depuis 2016. Je fais principalement de la recherche sur les groupes APT liés à la Russie et puis un petit peu à la Chine. Et je dirige notre autre équipe de recherche à Montréal. Pour vous présenter rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On est un bureau de recherche. On fait principalement de la rétro-ingénierie de logiciels malveillants, aussi de la threat intelligence / renseignement sur les menaces, mais vraiment sur du cyberespionnage. On ne s'intéresse pas vraiment au cybercrime. Et on est 13 chercheurs à Montréal. Et puis on est une filiale de I7 qui est, si vous ne connaissez pas, c'est un développeur de solutions de sécurité comme des antivirus endpoint EDR qui est basé en Europe. Une grande partie de nos investigations elles sont publiées sur notre blog willysecurity.com. Donc si vous êtes intéressé par la recherche en logiciel malveillant, allez-y, on publie des blogs tous les mois sur nos dernières trouvailles. Et puis on publie sur de l'APT et puis nos collègues en Europe publient aussi sur du cybercrime. Donc ça c'est l'URL pour accéder à notre blog. Puis on a aussi un service de rapport privé APT qu'on vend principalement à des CERT nationaux ou entités gouvernementales pour les gens qui veulent avoir un suivi détaillé et régulier des menaces APT. Donc l'idée première de cette présentation, c'est venu de tous les articles qu'on a eus depuis, disons, le printemps l'année dernière dans la presse canadienne, où beaucoup d'articles parlaient des ingérences chinoises au Canada. Donc, dans cet article du Devoir, par exemple, on parle d'ingérence électorale, mais il y a eu aussi d'autres articles qui parlaient, par exemple, de postes de police clandestins ou des choses comme ça. Puis, bien sûr, il y a de l'espionnage plus classique, dont de l'espionnage économique contre des hautes technologies ou autres entreprises qui ont des produits de bonne qualité, disons. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'une large partie de ces problématiques dans le monde physique, on va le retrouver aussi dans le domaine numérique, et donc c'est le sujet de notre présentation. Dans cette présentation, on ne va pas uniquement parler du Canada, mais en règle générale, les groupes de menaces qui vont s'intéresser à l'Europe de l'Ouest ou aux États-Unis vont aussi s'intéresser au Canada. Donc ces groupes sont actifs généralement partout dans le monde. Puis donc on a choisi 4 exemples qu'on va vous détailler un peu plus tard dans la présentation. Puis comme je mentionnais en arrière, au bureau de Montréal, on est spécialisé dans les investigations sur des groupes de cyberespionnage. Puis en ce moment, on traque à peu près 116 groupes de type APT qui viennent de à peu près partout dans le monde. Et puis pour vous donner quelques statistiques, sur ces 116 groupes, il y en a 35% qu'on lie à la Chine. Donc c'est quand même vraiment important, surtout si on compare par exemple avec les groupes alignés avec la Russie. On en traque à peu près 18 en ce moment, donc c'est c'est plus que 2 fois moins que les groupes liés à la Russie. Forcément, ça peut être un peu biaisé suivant notre visibilité, comment est-ce qu'on cluster des groupes, etc. Mais ça donne quand même un ordre d'idée, et les groupes liés à la Chine sont vraiment très présents. Il y a un gros volume d'attaques, et ça occupe une bonne partie de nos chercheurs. Puis donc, Mathieu va continuer avec l'écosystème des cyber en Chine. Merci Mathieu. Alors avant de rentrer dans le détail des 4 cas de figure qu'on va vous présenter par la suite, donc 4 groupes sur lesquels on a effectué des recherches récemment, on va commencer par voir un aperçu de l'écosystème cyber en Chine. Le cyberespionnage chinois, il est mené par 3 entités distinctes, qui peuvent même être parfois en compétition entre elles.
Et la première entité, c'est le PLA, c'est l'Armée populaire de libération chinoise. L'armée populaire de libération, elle va opérer exclusivement dans des régions en lien avec les théâtres d'opération qui sont associés à leur commandement. Un des premiers exemples notables d'attribution d'une opération de cyberespionnage à l'armée chinoise, c'est le fameux rapport APT1, que vous avez peut-être pu lire par le passé, qui a été publié par Mandiant en 2013, qui est le premier rapport à attribuer publiquement un groupe de cyberespionnage chinois à une unité de l'armée populaire de libération. Ce rapport, il a été suivi en 2014 par un acte d'accusation qui a été publié, qui a été émis par le département de la justice américaine. Et dans cet acte d'accusation, eh bien, on est en présence ici pour la première fois d'une accusation par le gouvernement américain qui accuse l'armée chinoise de mener des opérations de cyberespionnage contre l'industrie nucléaire, métallurgique et photovoltaïque américaine. Alors l'acte d'accusation, tout comme ce que vous pouvez lire également dans le rapport de Mandiant, il lie ces attaques menées par le groupe APT1 à l'unité 61-398 du 3e département de l'armée chinoise. Et ça, il faut savoir que c'est justement un département qui est chargé, alors c'est quelque chose de public, ça, hein, qui est chargé de la guerre numérique. En tout cas, c'était le département qui était chargé de la guerre numérique pour la Chine avant la réforme de l'armée en 2015. Ici, on peut voir un autre exemple de cyberattaque liée à l'armée populaire de libération chinoise. Là, ici, ce n'est pas une attribution du département de la justice américaine, c'est la police japonaise. La police japonaise, ici, elle attribue les attaques menées par un groupe qui s'appelle TIC à l'armée chinoise, donc encore à l'armée populaire de libération. Et elle attribue TIC, cette fois-ci, à l'unité 61-419 du PLA. Et TIC, il faut savoir que c'est justement un groupe qui cible essentiellement, même exclusivement, la Corée du Sud et le Japon, d'où l'intérêt particulier de la police chinoise pour ce groupe. Et il faut savoir que, comme je vous l'ai rapidement mentionné précédemment, les groupes de cyberespionnage en lien avec l'armée populaire de libération, ils vont opérer dans des régions du monde qui sont en lien avec le théâtre d'opération qui est rattaché à leur commandement. Et les commandements chinois, ils sont régionaux. Il se trouve que l'unité 61-419, à laquelle a été attribuée TIC par la police japonaise, c'est une unité qui opère depuis Shandong. Shandong, alors je ne l'ai pas indiqué clairement sur la carte, mais c'est une unité qui se trouve dans le commandement nord, que vous pouvez voir sur la carte. Et ce commandement-là, c'est un commandement qui est spécifiquement affecté au Japon et à la Corée. Et ça, c'est les régions typiquement qui sont ciblées par TIC. Donc ici, pas de surprise, on a un groupe qui est associé à une unité qui cible exclusivement le Japon et la Corée. Et il se trouve que ce groupe, ce qu'on peut observer quand on observe leurs attaques, ils attaquent exclusivement cette région-là et on ne les observe pas dans d'autres régions du monde. Parmi les autres entités gouvernementales qui sont responsables d'opérations de cyberespionnage, on trouve également le MPS. Le MPS, c'est le ministère de la Sûreté publique. Et eux, ils vont se concentrer essentiellement sur la sécurité politique et domestique, le renseignement intérieur et le contre-terrorisme, mais aussi certains aspects de contre-espionnage. Vous avez peut-être dû entendre parler cette semaine ou la semaine passée de la fuite de documents d'une entreprise chinoise qui s'appelle Aisun. Pour résumer cette fuite, mais on va en parler un peu plus tard dans la présentation, elle montre qu'il y a une compagnie qui s'appelle Aisun qui vend des services de cyberespionnage au ministère de la Sûreté publique. Mais je vais vous en reparler par la suite. Et enfin, il y a les groupes de cyberespionnage qui vont être liés au ministère de la Sécurité de l'État. Ça, en Chine, c'est la principale agence de renseignement civil en Chine. Ici, on n'est pas en présence de l'armée. Et elle est responsable ici du renseignement extérieur, du contre-espionnage, de la sécurité du Parti communiste chinois également. Les groupes qui sont liés au MSS, ils ont un ciblage géographique qui est généralement bien plus grand que les groupes qui sont liés à l'armée populaire de libération, puisque eux ne sont pas rattachés à un théâtre d'opération particulier.
En 2020, on a le département américain de la justice qui a émis encore un autre acte d'accusation contre 7 individus. Et ces 7 individus, ils sont présumés membres du groupe qu'on appelle APT41. Vous entendrez parfois aussi parler de ce groupe sous le nom de WinNCI Group. Et le département de la justice, il a lié les opérations d'APT41 contre plus d'une centaine de victimes au ministère de la Sécurité de l'État chinois. On notera parmi les victimes des compagnies de développement logiciel, des opérateurs de télécommunications, des universités, des gouvernements étrangers ou encore des activistes hongkongais. Donc c'est vraiment très diversifié, et ce, à travers le monde entier. Et il est justement mentionné d'ailleurs que les individus qui sont ciblés par l'acte d'accusation, ils travaillent pour une autre compagnie ici qui s'appelle Chengdu 404. On a d'ailleurs publié avec mon collègue Marc Etienne en 2019 un white paper sur notre blog We Live Security qui détaille justement les activités de ce groupe. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller faire un tour sur notre blog. Et comme on vient de le voir, là, je vous ai mentionné 2 entreprises privées qui travaillent pour le MPS et le MSS. Il y a des groupes qui ne travaillent pas directement pour l'État chinois, qui ne sont pas directement des employés de l'État chinois, mais qui travaillent bien pour des entreprises privées auxquelles sous-traite le gouvernement chinois. Alors, il y a un blog qui est assez connu dans la communauté Threat Intel, des gens qui traquent spécifiquement les APT chinois. C'est un blog qui s'appelle Intrusion Truth. Intrusion Truth, c'est un blog qui révèle des informations au sujet de groupes de cyberespionnage chinois. Alors, c'est pas vraiment qui se cache derrière ce blog, mais on peut trouver des informations vraiment intéressantes. Et ils ont notamment révélé les identités de plusieurs universitaires et officiers du MSS, donc du ministère de la Sécurité d'État, en lien avec des entreprises qui mènent des opérations de cyberespionnage, notamment APT41, que je vous ai montré, mais également d'autres groupes en lien avec la Chine, comme APT31 ou APT17. Il y a un autre document qui est vraiment très intéressant pour mieux comprendre le fonctionnement du cyberespionnage en Chine, c'est le témoignage d'Adam Cozy devant la commission d'examen des questions économiques et de sécurité entre les États-Unis et la Chine. Durant cette audition, il va discuter de la sous-traitance par le MSS, par le ministère de la Sécurité d'État, auprès de compagnies privées, mais également de la compétition qui existe entre le MSS et l'armée populaire de libération, en particulier pour le recrutement des meilleurs éléments pour mener leurs opérations. C'est important de comprendre que ces entreprises privées, elles se contentent pas de développer des logiciels malveillants pour des opérations du gouvernement chinois. C'est des compagnies qui effectuent elles-mêmes ces opérations de cyberespionnage. Et cette audition, elle nous confirme encore une fois de plus le fait que le gouvernement chinois, en l'occurrence le ministère de la Sécurité de l'État, fait appel au secteur privé pour sous-traiter ces opérations de cyberespionnage. Excusez-moi. Voilà. Et puis la semaine dernière, c'était pas du tout prévu qu'on vous parle de ça dans cette présentation, mais donc comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ou dans la presse, il y a eu une fuite d'informations sur une compagnie qui s'appelle iSoon, que je vous ai mentionné précédemment. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette fuite parce que nous, on est encore en train de l'analyser en fait, et de recouper les informations. Mais on peut d'ores et déjà affirmer que nous, il y a un groupe de cyberespionnage qu'on traque depuis longtemps, qu'on traque depuis au moins 2019, qu'on appelle Fishmonger, qui est également connu sous le nom de Earthlushka ou TAC22. Et il se trouve que ce groupe-là, il est lié à cette compagnie iSoon, et nous, on attribue ce groupe Fishmonger à iSoon avec un haut niveau de confiance. Et cette fuite de documents, elle suggère qu'iSoon est principalement un sous-traitant pour le MPS, donc le ministère de la Sécurité publique. Et l'an dernier, déjà, en fait, il y a un article de blog qui a été publié qui révélait l'existence de cette compagnie et de ses liens avec une autre compagnie, Chengdu 404. C'est justement la compagnie que je vous ai mentionnée précédemment, qui est derrière laquelle se trouve APT41 et pour laquelle il y a eu un acte d'accusation du gouvernement américain.
Et le blog, il indique, alors c'est assez intéressant parce qu'il indique que ces deux compagnies, elles ont un partenariat d'affaires et qu'elles avaient un litige en matière de propriété intellectuelle. Il se trouve que nous, on traque Fishmonger, donc c'est-à-dire un des groupes derrière lesquels se cache iSoon, et on traque aussi APT41, un des groupes derrière lesquels se cache Chengdu 404. Et il se trouve qu'on peut observer que ces deux groupes, par exemple, ils utilisent un implant qui est partagé entre plusieurs groupes de cyberespionnage en lien avec la Chine, c'est Shadowpad. Donc ça déjà, et ce malware, Shadowpad, c'est un malware qui initialement était exclusivement utilisé par APT41, donc par Chengdu 404. Donc ça nous confirme qu'effectivement, même si on ne connaît pas la nature exacte de ces liens, il y a effectivement un lien entre les deux groupes, ou plutôt entre les deux compagnies. Alors pour conclure cette section de panorama de l'écosystème cyber en Chine, si on devait résumer les caractéristiques notables des groupes liés à la Chine, on peut noter les points suivants. On observe généralement un volume important d'attaques, comme l'a mentionné Mathieu, qui sont menées par les groupes APT en lien avec la Chine. C'est des attaques qui d'ailleurs sont généralement assez bruyantes. La plupart des opérateurs en lien avec la Chine vont pas nécessairement chercher beaucoup à rester sous le radar dans les réseaux compromis. Donc c'est des attaques qui sont assez bruyantes. Et une autre caractéristique là, qui est vraiment très notable pour les groupes en lien avec la Chine, c'est le partage d'outils. On a énormément de partage de malware et d'outils entre différents groupes en lien avec la Chine. Ça complique l'attribution parce qu'on va avoir des familles de malware qui ne vont pas être exclusifs à des groupes. Par exemple, Shadowpad, comme dont je vous ai parlé, mais également PlugX, une backdoor sur laquelle on va revenir plus tard. Mais il y a énormément de partage d'outils entre les groupes alignés sur la Chine. Et également, une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est l'utilisation de VPN pour pouvoir anonymiser leur connexion et de réseaux VPN qui sont basés sur des botnets de routeurs. Donc on va avoir des attaquants qui vont compromettre des routeurs et les utiliser ensuite comme réseau VPN pour mener à bien leurs opérations. Et enfin, si on s'intéresse aux cibles typiques contre lesquelles des groupes de cyberespionnage en lien avec la Chine mènent des opérations, on peut mentionner les 5 poisons. Donc les 5 poisons, c'est les Ouïghours, les Tibétains, Falun Gong, qui est une organisation religieuse, les dissidents chinois et les activistes pour l'indépendance de Taïwan. Également, ils vont cibler les gouvernements des pays asiatiques, mais également les gouvernements des pays occidentaux. On voit de nombreux groupes en lien avec la Chine qui ciblent l'Europe et l'Amérique. Et ils vont également cibler des entreprises privées dans ces mêmes régions. Et ça va être plutôt à des fins d'espionnage économique. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon petit panorama de la menace de l'écosystème cyber en Chine. Maintenant, on va vous présenter 4 différents groupes sur lesquels on a travaillé et pour lesquels on a vu des opérations récentes qui sont susceptibles de vous intéresser. Et Mathieu va commencer par vous en présenter 2. Du coup, le premier cas qu'on a choisi, c'est un groupe qui s'appelle Volt Typhoon. Il a été dans les nouvelles, disons, depuis l'année dernière, parce qu'il y a eu des advisories, notamment du gouvernement américain. Donc ici, à l'écran, vous avez un document de CISA, mais ça aussi, je pense, le CSE a aussi fait une alerte. Puis d'autres compagnies comme Microsoft ou Dell SecureWorks ont aussi pas mal publié là-dessus. Pourquoi le gouvernement américain a commencé à vraiment s'intéresser à ce groupe? C'est l'année dernière, ils ont Volt Typhoon a attaqué des infrastructures critiques sur l'île de Guam, qui est une île dans le Pacifique qui est assez stratégique, notamment s'il y avait une guerre avec la Chine, parce que si je me souviens bien, c'est l'île la plus à l'ouest qui fait partie des États-Unis. Donc ce groupe est actif depuis au moins 2022. Les cibles, c'est principalement l'armée ou des contractants de l'armée, principalement en Amérique du Nord, et puis des infrastructures critiques. Le but, c'est d'une part de faire de l'espionnage, donc voler de l'information confidentielle, puis très probablement de faire du prépositionnement au cas où il y aurait un conflit dans les prochaines années. La première caractéristique de ce groupe, c'est
ils sont très friands de ce qu'on appelle living off the land. Donc c'est une grande expression pour en fait dire qu'ils vont utiliser principalement les fonctionnalités natives de Windows pour effectuer leur mission. Donc l'avantage, c'est que ça permet en gros d'esquiver les détections d'antivirus ou de ce genre de système. Mais en contrepartie, ça ne permet pas d'esquiver par exemple un EDR, puisque les EDR sont assez bons pour loguer toutes les commandes qui sont exécutées. Mais donc c'est vraiment une caractéristique du groupe. Ils vont quasiment utiliser que cmd.exe pour faire toutes leurs actions. Une autre caractéristique, c'est qu'ils ont leur propre réseau VPN basé sur des routeurs compromis. Ils ont compromis des routeurs un peu partout dans le monde. Puis ils vont, par exemple, s'ils attaquent une entreprise américaine, ils vont choisir de sortir par une IP qui est sur un routeur aux États-Unis. Donc en fait, en 2022, on a eu un cas chez un de nos clients qui est une entreprise de défense américaine. Donc il y a eu un incident lié à VolTyphoon sur laquelle on a travaillé. Donc c'est pas une très grosse entreprise de défense américaine, mais ils avaient quand même donc, notre antivirus et notre DR. Malheureusement, le DR n'était pas monitoré, donc ils n'étaient pas au courant de l'attaque avant qu'on les contacte 2 mois plus tard. Donc l'attaquant avait eu le temps pendant 2 mois de bien se balader dans le réseau. L'incident a commencé à partir d'une machine sur laquelle tournait l'application Zoho Manage Engine AD Self-Service Plus. C'est un logiciel de gestion de mots de passe et de solutions d'authentification unique, donc forcément, il est exposé à Internet. Puis les attaquants ont exploité une vulnérabilité dans ce logiciel. Malheureusement, on ne sait pas quelle vulnérabilité a été utilisée et c'était probablement pas une vulnérabilité connue puisque leur Zoho Manage Engine était à jour. Mais les attaquants ont effacé les logs vraiment très régulièrement, donc on n'a pas du tout réussi à savoir quelle était l'exploitation initiale. Mais dans tous les cas, ils ont réussi à ajouter un web shell que vous le voyez à l'écran ici, donc un web shell en Java à l'intérieur d'un jar du AD Self-Service Plus. Puis ça a utilisé plus ou moins le coding convention qui peut être vu dans les autres fichiers Java de AD Self-Service Plus, donc c'était quand même assez bien fait. Je parlais de Living off the Land. Donc en fait, ils vont utiliser le web shell pour exécuter des commandes sur ce premier serveur. Puis, par exemple, pour faire du discovery, ils vont utiliser des trucs vraiment très très simples comme netuser, /domain, ipconfig, tasklist, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que un sysadmin pourrait très bien utiliser et c'est ça qui fait que c'est difficile à détecter à large échelle. Si vous connaissez très bien votre environnement et que vous avez un EDR bien configuré, ça devrait être possible de détecter ce genre d'action puisque vous savez que vos admins IT ont tel comportement, etc. Donc si vous voyez des comportements différents, ça devient un peu suspect. Mais si vous essayez de détecter ça avec un antivirus chez 100 millions de clients différents, ça ne marche pas très très bien. Un autre chose très intéressante, c'est que ces commandes, elles ne sont pas exécutées de façon automatique parce qu'on voit qu'ils font des typos de temps en temps. Donc c'est vraiment un opérateur qui tape manuellement les commandes. Donc ici, ils ont tapé netgroup à la place de netgroup. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de taper les commandes et de réagir en fonction de l'output. Une autre caractéristique du groupe, c'était aussi mentionné dans l'advisory de CISA, c'est qu'à chaque fois la plupart du temps, quand ils exécutent des commandes, ils vont stocker le résultat dans des fichiers .temp. Ils font vraiment ça tout le temps. Donc c'est une des caractéristiques de leur commande. Donc vous voyez pour le premier, c'est juste un dir list. Et puis la deuxième commande, c'est pour récupérer des lignes de log pour l'événement 4624 qui est successful logon, si je me souviens bien. Puis ils vont encore mettre ça dans un fichier .temp. Donc il y avait vraiment beaucoup d'autres commandes, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Puis c'est vraiment, si vous regardez ce genre de commande comme ça, c'est vraiment pas très suspect. Beaucoup de gens run ce genre de commande sur leur ordinateur. Pour faire du mouvement latéral, ils utilisent principalement WMI avec des creds qui ont été volés précédemment. Mais bon, vu qu'ils avaient accès aux serveurs d'authentification, c'est pas très très compliqué de voler des creds. Et puis ensuite, ils vont exécuter des commandes sur d'autres machines du réseau local. Pour collecter des documents, tout simplement utiliser la fonction copy. Donc on les a vus qui s'intéressaient
principalement documents PDF, DPPTX, parce que c'était une entreprise d'armement, donc vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il y a dans ce genre de documents. Donc c'était vraiment pour faire de l'espionnage. Puis après, ils vont aussi voler des données dans les dossiers des navigateurs, donc l'historique ou les logins qui sont enregistrés. Encore une fois, juste avec copie, pas de stealer qui a été déployé ou rien du tout. Encore une fois, ici, ils ont quand même déployé 7-zip, donc c'était un des seuls binaires qui a été déployé sur l'environnement, juste pour chiffrer les documents volés. Et puis, comment ils vont faire pour exfiltrer les données? En fait, il n'y a même pas de serveur de command and control. Ils vont tout simplement utiliser le serveur web pour hoster leurs fichiers zip chiffrés, puis ensuite ils vont aller télécharger depuis l'internet les données volées à partir du réseau VPN que je mentionnais un peu plus tôt. Donc c'est quand même c'est assez efficace comme méthode. À un moment, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont voulu utiliser l'API de Dropbox à la place d'utiliser le serveur web. Donc ils ont créé un compte sur Dropbox et puis ont utilisé l'API avec curl. Et puis encore une fois, on voit que c'est très manuel parce que avant de faire sa commande, il a exécuté curl --help. Donc probablement qu'ils ne se rappelaient plus exactement quels étaient les paramètres à utiliser. Ouais, peut-être. Mais non, mais ça montre qu'il y a probablement une partie des opérateurs qui ne sont pas forcément très expérimentés. Même si on regarde l'opération au complet, ça paraît relativement bien fait et ça a bien marché. Probablement qu'il y avait plusieurs opérateurs et certains des opérateurs ne sont pas très expérimentés. Je parlais du VPN, donc ça permet, ils ont utilisé ce VPN pour télécharger les archives ou exécuter des commandes via le web shell. On a trouvé 14 IP différentes, donc c'est des IP résidentielles aux États-Unis chez différents fournisseurs d'accès. Ils avaient compromis principalement des routeurs ou des petites appliances VPN comme Zixel, c'est quoi, USG 20W et puis sinon des Netgear ProSafe. Tous ces devices, ils étaient end of life, donc il n'y avait plus d'update. Et si vous voulez plus d'informations sur ce réseau VPN, il y a Lumen qui est un gros ISP aux États-Unis. Leurs chercheurs ont fait une recherche sur ce botnet. C'est vraiment assez intéressant à lire. Donc c'était pour notre premier cas. On va passer à un deuxième cas d'étude qui est un deuxième groupe qui s'appelle Greph. Qui est vraiment différent de VolTyphoon, notamment au sujet de la victimologie et aussi du mode opératoire. Donc il est actif depuis plus de 10 ans. Et leur ciblage, c'est vraiment des dissidents, des ONG, des Tibétains, des Ouïghours. C'est vraiment exactement ce qu'ils font. Ils ne vont pas faire de l'espionnage économique contre des entreprises de défense. Puis oui, on a choisi ce groupe pour vous montrer une autre facette des menaces numériques liées à la Chine. Ils font vraiment beaucoup de surveillance des opposants. Puisque ces personnes ont vraiment tendance à plus utiliser des téléphones intelligents plutôt que des ordinateurs, mais ce groupe-là va cibler plutôt des téléphones intelligents. Alors par exemple, VolTyphoon, vous imaginez que les PowerPoint de cette entreprise de défense, ils ne sont pas sur des téléphones. Donc forcément, ce groupe va être obligé d'attaquer des serveurs et des workstations sur lesquels les PowerPoint ou PDF ou autres sont. Donc les attaquants liés à Greph, ils ont infiltré un groupe Telegram de Ouïghours et puis ils ont tout simplement proposé au téléchargement leur application qui était disponible sur le Play Store à ce moment-là. Donc cette application, elle s'appelle Flygram. Vous pouvez la voir ici. Donc c'est en fait une copie de Telegram. À l'intérieur, il y a un malware qui s'appelle Bad Bazaar qui avait déjà été utilisé par Greph dans le passé. Donc ça permet de collecter quelques informations intéressantes comme les contacts, liste d'appels, le nom les adresses liées au compte Google, géolocalisation, données de Wi-Fi, etc. Quelques informations plus précisément liées à Telegram, puisque l'utilisateur va se loguer dans Telegram par cette application-là. Donc token de compte, langue, dernier numéro appelé, mais pas les messages. Par contre, ils ont ajouté une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans l'application Telegram officielle, qui est le Cloud Sync. Et donc ça permet en fait de sauvegarder ces données sur un serveur distant.
qui est le serveur de command and control des attaquants. Donc ça permet de faire un backup. Et donc il faut se créer un compte sur le site de l'attaquant. Puis donc forcément, si la victime fait ça, l'attaquant il va avoir accès à tous les messages, les canaux Telegram, etc. Qui sont consultés. Donc c'est quand même assez smart. Puis en plus de ça, ils avaient une autre application qui est une copie de Signal qui s'appelle Signal Plus. Donc ils avaient aussi un site internet dans ce cas-là, plus l'application qui était sur le Play Store. Et donc c'est Bad Bazar aussi à l'intérieur, le spyware. Donc ils collectent à peu près la même chose et en plus le PIN qui est dans Signal. Puis là en fait ce que ça va faire, c'est ils vont pas utiliser un système de Cloud Sync ou False Backup. Là, ils vont utiliser une feature de Signal qui permet de linker à plusieurs devices. Et puis, en fait, en background, ils vont linker le device compromis avec un device de l'attaquant. Puis ça va vraiment se faire sans aucune interaction par la victime. Puis donc, à la fin, ça va permettre à l'attaquant, avec son device lié, d'accéder à tous les messages, enfin, toutes les conversations en fait, qui sont dans Signal. C'est comme si vous installez Signal sur votre ordinateur, vous linkez avec le Signal de votre téléphone, vous avez accès à tout sur l'ordinateur aussi. Puis pour finir, une timeline rapide. Donc, dans les deux cas, les applications sont restées. Dans le premier cas, l'application est restée à peu près 6 mois sur le Play Store, et dans le deuxième cas, presque 1 an. Puis donc on avait notifié Google, et puis donc ils ont take down les applications. Si vous voulez en savoir un peu plus, mon collègue Loukash qui a écrit un article de blog vraiment plus complet sur ce groupe, donc je vous invite à le lire sur welivesecurity.com. Et je vais passer la parole à Mathieu pour le troisième groupe. Merci. Donc pour notre troisième groupe, on va s'intéresser à un groupe qui s'appelle Gallium. Gallium, c'est un groupe qui est actif depuis un petit bout maintenant, qui est actif depuis 2012, qui cible quand même essentiellement les opérateurs téléphoniques. Gallium a ciblé énormément d'opérateurs téléphoniques, mais au fil du temps, ils se sont diversifiés, ils se sont mis à cibler des organisations gouvernementales, le secteur académique et l'industrie de la défense également. Et eux, ils ont un ciblage qui est vraiment global. Si on s'intéresse aux cibles notables et récentes de Gallium qu'on a pu observer de par notre télémétrie, on a pu les voir cibler des opérateurs de télécommunications en Europe, en Afrique. Ils ont également ciblé l'industrie de la défense en Europe, des organisations gouvernementales, notamment en Asie et en Amérique latine. Donc ils ont un ciblage qui est diversifié autant sur les secteurs que géographiquement. Pour ce qui est de l'accès initial, en fait, Gallium, c'est un groupe qui va énormément exploiter des serveurs Microsoft Exchange et IIS. Il y a énormément de serveurs Exchange et IIS non patchés dans la nature. Donc, et on ne manque pas d'exploits pour Microsoft Exchange. Donc, on va les voir souvent se compromettre ce type de serveur. Donc, souvent, ça va être leur point d'entrée dans une organisation. Et tout simplement, une fois qu'ils ont compromis Exchange ou IIS, on a un web server. Donc, ils vont déployer un web shell et ils vont utiliser ça. Et ils ont des web shells qui leur sont propres, qui sont personnalisés, qui sont vraiment spécifiques à ce groupe. Donc, ça nous permet de plus facilement identifier leurs opérations. Et dans le cas de Gallium, j'avais envie un petit peu de vous parler d'échecs de sécurité opérationnelle. Comme on vous l'a mentionné, les groupes de cyberespionnage chinois, il y a différents niveaux de maturité et parfois on peut observer les attaquants faire des erreurs. Alors, des fois c'est des typos comme Mathieu le mentionnait, mais des fois c'est d'autres erreurs. Durant leur dernière campagne, Gallium, ils ont fait un usage très fréquent d'un implant qui est basé sur Mimikatz et que les développeurs appellent MIM221. Et un point intéressant, c'est que MIM221, il est chiffré sur le disque. Donc il faut une clé de déchiffrement pour le déchiffrer et l'exécuter. Or, il se trouve que Gallium, ce n'est pas des bons élèves, ils changent très rarement leur mot de passe. Ça a été une bonne opportunité pour nous, puisque on a pu rechercher dans notre télémétrie les événements suspicieux où on voyait cette même clé de chiffrement qui était réutilisée, et ça nous a permis de trouver des nouvelles victimes de Gallium. Et donc on entend souvent la recommandation de ne pas réutiliser partout le même mot de passe.
Bon, il y a des attaquants qui ne le font pas, apparemment. Un autre petit échec de sécurité opérationnelle de Gallium, c'est lorsqu'on a commencé à analyser MIM 221, on s'est rendu compte que dans cet implant-là, en plus du numéro de série, du numéro de version que les développeurs ont laissé et qui log au démarrage de l'implant, ils loguent également la date et l'heure de compilation de l'implant. Donc ça, pareil, ça va être logué au démarrage de MIM 221. Et sans trop rentrer dans les détails techniques, selon nous, c'est vraiment très vraisemblable que la date et l'heure dans le code que vous voyez ici de MIM 221, elle soit générée dans le temps local du système des développeurs. Or, il se trouve que quand vous compilez un exécutable sous Windows, l'horodatage de compilation, la date et l'heure à laquelle cet exécutable-là a été compilé, se trouve également dans l'entête de l'exécutable. Donc ici, on se retrouve avec deux auto-hodatages, mais qui indiquent très vraisemblablement la même date et la même heure, mais dans deux fuseaux horaires différents. Le fuseau horaire UTC, qui est dans l'entête de l'exécutable, et un horodatage en temps local. Donc si on suppose qu'ici on voit la même date et heure mais en deux fuseaux horaires différents, ça veut dire que la différence de temps entre ces deux horodatages nous donne le fuseau horaire en temps local. Ici, la différence en temps est de plus 8 heures. On a regardé d'autres implants, on a toute une collection de MIM 2.2.1, on va en regarder juste un deuxième. Ici, même affaire, si on fait la différence de temps entre ces deux horodatages, plus 8 heures. C'est quelle time zone? UTC plus 8. UTC plus 8, il se trouve que c'est notamment le fuseau horaire qui est utilisé par l'intégralité de la Chine. Alors pas uniquement, hein. On peut voir qu'il y a c'est aussi un fuseau horaire qui est utilisé en Mongolie, en Russie. Mais ça, c'est un exemple de comment une petite erreur qui est en apparence inoffensive de la part des attaquants, ça peut nous conduire à obtenir des informations à leur sujet. Et en accumulant ce type d'informations, en les recoupant, ça va nous aider à faire de l'attribution, à reconstruire la localisation probable des attaquants, par exemple. Après ce petit échec de sécurité opérationnelle, je vais vous parler d'un dernier groupe qui s'appelle Mustang Panda. Mustang Panda, c'est un groupe qui est actif depuis un petit peu plus récemment, depuis 2020, et qui cible essentiellement les institutions gouvernementales, les missions diplomatiques en Asie du Sud et de l'Est, mais aussi en Europe, en Afrique, et on les a vus également opérer au Canada. Alors pour ce qui est des événements récents, notables qu'on a pu observer, l'année passée, on les a vus cibler un institut de recherche au Canada. Ils ont également ciblé la campagne électorale slovaque qui a eu lieu en septembre dernier, mais on va y revenir. Tout récemment, on les a vus cibler le transport maritime en Norvège et également en Europe. Ils ciblent tout un tas d'organisations gouvernementales et de missions diplomatiques. Il faut savoir que pour ce groupe, on a vu au fil des années une augmentation des attaques contre les pays occidentaux. Mustang Panda, initialement, il ciblait quand même beaucoup plus l'Asie du Sud et de l'Est, et le volume d'attaques contre les pays occidentaux a vraiment augmenté au fil du temps, et maintenant on voit quand même de nombreuses attaques, en particulier en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Pour ce qui est de l'accès initial, Mustang Panda, ils font énormément appel à du spear phishing. On va y revenir d'ailleurs, mais plus récemment, on les a vus également exécuter leurs implants à partir de disques USB. Donc c'est pas clair pour nous comment ça arrivait là, mais on a pu voir des exécutables malveillants être exécutés depuis des clés USB sur le système des victimes. Comment la clé USB s'est retrouvée là, comment elle s'est retrouvée branchée sur la machine, comment l'utilisateur s'est retrouvé à l'exécuter, c'est pas clair pour nous, mais en tout cas il y a des clés USB qui ont été utilisées comme accès initial. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un groupe qui utilise énormément le spear phishing, et quand ils font des campagnes de spear phishing, ils font très attention, ça c'est régulièrement, on le voit tout le temps, à rester en lien avec l'actualité du moment, et idéalement en lien avec la région de la victime. Par exemple, quand on a eu le début de la pandémie de Covid-19, ils ont fait beaucoup de spear phishing avec des emails, avec des thèmes autour de la Covid-19. À partir du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a vu également beaucoup de spear phishing avec des thèmes en lien avec ça, ou des thèmes autour de l'OTAN et ce genre de choses. Et Mustang Panda, leur particularité, c'est qu'ils utilisent presque exclusivement le malware comme CorePlug comme implant final. CorePlug, c'est un malware qui est aussi connu sous le nom de PlugX. Ça, c'est vraiment un malware signature des groupes de cyberespionnage en lien avec la Chine. C'est utilisé par beaucoup de groupes de cyberespionnage chinois. C'est une backdoor qui est modulaire, donc il y a
tout un tas de plugins. Tous les groupes n'utilisent pas nécessairement les mêmes listes de plugins, donc ça aide pour l'attribution. Et c'est une backdoor, le fait qu'elle soit modulaire, ça permet d'étendre ses fonctionnalités à l'infini. Et on la voit dans la nature depuis vraiment longtemps. Les premières occurrences de PlugX, c'est depuis 2008, et c'est une backdoor qui a vraiment continué à évoluer au fil du temps et qu'on voit encore être utilisée aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais c'est utilisé par tous les groupes chinois, comment vous faites pour attribuer une instance particulière de CorePlug à Mustang Panda? Il se trouve qu'ils ont une variante qui leur est propre, qui est exclusive à Mustang Panda, qui a quelques petites spécificités. Alors, je vous ai parlé des plugins, il y a des listes de plugins particulières. Il y a également, dans CorePlug, il y a une configuration qui est chiffrée, et cette configuration, elle a un en-tête pour pouvoir être repérée dans le binaire. Et il y a différents en-têtes qui existent, comme Plug par exemple, c'est de là que la backdoor tire son nom PlugX. Mais il se trouve que Mustang Panda, en tête de la configuration, c'est toujours Tor. Et ça, c'est aussi un marqueur assez fort parce que c'est une variante qui est, quand on voit Tor, c'est exclusivement utilisé par Mustang Panda. Et puis pour les loaders de CorePlug, ils vont utiliser une cryptographie sur mesure qui fait que si c'est les seuls à utiliser cette cryptographie un petit peu personnalisée, ça nous aide également pour l'attribution. Alors, comme je vous l'ai mentionné brièvement, l'année passée, on a pu observer Mustang Panda cibler une entité gouvernementale durant les dernières élections parlementaires en Slovaquie. Comment ils ont opéré? Dans un premier temps, l'attaquant va envoyer un email de spear phishing pour valider la cible, c'est-à-dire valider qu'elle ouvre bien l'email. Alors le texte de l'email, c'est simplement un texte qui est copié-collé d'un communiqué qui est présent sur le site du Parlement slovaque et qui discute du limogeage du chef de la police slovaque par le Premier ministre. Donc ils ont récupéré ce texte-là, ils ont mis ça dans un email, ils l'ont envoyé. Et il se trouve que cet email, il contient un pixel de tracking qui est hébergé sur un site qui est contrôlé par l'attaquant. Donc ça permet à l'attaquant de savoir si la cible a ouvert l'email, puisque lorsque la cible ouvre l'email, le pixel malveillant est téléchargé, et ça indique à l'attaquant que l'email a bien été ouvert. Une fois qu'ils sont certains que la cible a bien ouvert l'email de test, là, ils envoient leur vrai spear phishing. Ils envoient un second mail qui, lui, contient une pièce jointe malveillante. Encore une fois, avec un thème qui est susceptible d'intéresser la victime. La pièce jointe malveillante, une fois qu'elle est exécutée par la victime, elle va télécharger et ouvrir un PDF qui est inoffensif, qui est utilisé comme leurre, pour que la victime pense qu'elle a effectivement ouvert un document tout à fait légitime. Sauf qu'en parallèle, pendant que ce PDF s'affiche, la pièce jointe malveillante, elle va également télécharger et exécuter un loader qui va être utilisé pour déployer une backdoor, par exemple CorePlug. La technique qui est utilisée ici pour charger le loader, elle est appelée DLL sideloading, où un exécutable légitime va être utilisé pour charger une DLL malveillante. Il faut savoir que l'exécutable légitime, il n'est pas nécessairement présent sur le système, il va être déployé avec la DLL malveillante. Mustang Panda, c'est un groupe qui, comme de nombreux groupes en lien avec la Chine, utilise la technique du DLL sideloading pour charger leur DLL malveillante. Et ça, c'est rendu possible par le fait qu'il n'y a pas de validation de la DLL qui doit être chargée par un exécutable. Donc elle doit simplement avoir le bon nom et se trouver dans le même répertoire que l'exécutable ciblé. On déploie l'exécutable légitime, la DLL malveillante, on exécute l'exécutable légitime et la DLL malveillante est chargée. Parmi les cibles de DLL sideloading récentes qu'on a pu observer utilisées par Mustang Panda, on notera la présence d'exécutables de nombreuses solutions de sécurité, comme vous pouvez voir ici, et également de grands éditeurs comme Intel ou Adobe. Tout ce qui peut être utilisé va être utilisé par les attaquants. Idéalement, un exécutable signé. Ils aiment bien utiliser un exécutable signé pour faire du DLL sideloading. C'est un groupe qui aime beaucoup expérimenter, Mustang Panda. Ils aiment beaucoup jouer, par exemple, avec les formats de fichiers pour leur loader initial. Ils vont utiliser, par exemple, des installeurs N6, MSI, des raccourcis Windows, des LNK, du VBS, du JavaScript, également des DLL XL qu'on appelle des XLL. Ils expérimentent, ils changent régulièrement leur loader, ils changent de langage pour essayer de contourner les détections. Et ça en va de même pour les langages de programmation. On a pu voir Mustang Panda faire usage de loaders implémentés dans plein de langages différents. Ils ont utilisé du C, du Delphi, du Go, du C++. Et tout récemment, on les a vus beaucoup utiliser des loaders implémentés en NIM. Et au sujet du langage NIM, justement, notre chercheur Alex, qui est expert de Mustang Panda, il va présenter à Norsec son expérience d'analyse d'exécutables développée avec NIM. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Norsec, je peux que vous encourager d'aller voir sa présentation. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses.
Et puis également, Alex a publié plusieurs blog posts sur Mustang Panda, donc n'hésitez pas à aller les lire sur notre site welivesecurity.com. Je vais laisser Matt conclure. Oui, donc récapitulons la présentation. En fait, on observe une augmentation dans les dernières années du ciblage occidental par les groupes APT liés à la Chine. C'est vraiment difficile à quantifier exactement, mais comme je vous montrais le pourcentage de groupes liés à la Chine par rapport au nombre total de groupes APT qu'on traque, puis aussi la vraiment grosse partie de nos chercheurs font vraiment de la recherche sur ces groupes-là. Et donc ils vont faire, comme on disait, de la surveillance des opposants, de l'espionnage économique et aussi de l'espionnage contre d'autres États. Donc c'est les 3 principales missions de ces groupes. L'écosystème chinois est assez complexe. Il y a beaucoup de relations entre différentes entités gouvernementales, des entreprises qui font toute la chaîne, d'autres qui développent juste des malwares, certaines qui, comme iSoon, vont aller jusqu'à vendre des plateformes d'investigation. Donc ils vont hacker par exemple des sites de gambling et utiliser les données volées pour remplir des plateformes d'investigation pour la police. Donc c'est vraiment assez varié. Mais vraiment beaucoup d'entreprises privées qui font aussi du training pour les policiers ou les militaires. Utilisation de réseaux d'anonymisation VPN sur mesure, principalement basés sur des routeurs compromis, parfois sur des VPS. Puis il y a au moins une dizaine de réseaux VPN différents qui sont utilisés par des groupes APT chinois. Donc il y a aussi probablement des entreprises qui sont spécialisées dans le développement de ces réseaux VPN. Et puis enfin, il y a vraiment différents niveaux de maturité, mais un des points communs entre tous les groupes, c'est quand même une sécurité opérationnelle relativement faible et un ciblage massif. Par exemple, il y a 3 ans, quand il y a eu les premières grosses vulnérabilités sur Exchange avec Proxy Shell, Proxy Logon, en quelques jours, une dizaine de groupes ont compromis des milliers ou des dizaines de milliers d'organisations différentes. Donc c'est vraiment une caractéristique de ces groupes liés à la Chine. Merci de votre attention et puis n'hésitez pas à poser des questions. Donc on n'a pas de questions en ligne. Est-ce qu'on a des questions? Parfait. C'est un peu bizarre, là. Comme dans les premiers, c'était des faciles qui étaient, entre guillemets, amateurs. Bien, ça peut-il arriver que ces amateurs-là, c'est juste ceux qui sont au front pour cacher l'autre en arrière qui fait le vrai, juste pour détourner l'attention? J'ai pas compris le début de la question. OK. Juste pour dire que ceux qui avaient l'air des amateurs, bien, ce serait, comme ils disent, les sacrifier pour détourner l'attention de la vraie attaque par une deuxième équipe en arrière, là, qui sent que vous êtes, attention, il est focusé sur eux autres pour attaquer un autre acteur. Je pense pas qu'on ait déjà vu ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des groupes... Parce que ça, c'est trop évident, là. Il y a vraiment des groupes qui ont un niveau technique assez faible, mais c'est quand même ils font un tel volume d'attaques que ça finit par être efficace. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des groupes liés à la Chine qui sont vraiment des outils beaucoup plus perfectionnés, une sécurité opérationnelle quand même assez élevée. Mais je pense pas que le fait que leur faible technicité, c'est juste fait pour cacher autre chose. Je pense que c'est juste, il y a tellement de groupes différents et ils n'ont vraiment pas tous le même niveau technique. Et puis il faut garder en tête qu'un attaquant, il va déployer juste le nécessaire pour mener à bien une opération. S'il n'a pas besoin de déployer ses implants les plus avancés, ses techniques les plus avancées, si ça fonctionne d'exploiter une vulnérabilité Exchange, de déployer un web shell et des malwares basés sur Mimikatz, par exemple, ils n'ont pas nécessairement de raison d'utiliser des implants plus sophistiqués, en fait. Donc, le fait que parfois ça peut sembler amateur enlève rien à l'efficacité de ces groupes, en fait. C'est juste que dans certaines campagnes, en fait, ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup plus. Salut les gars, encore une fois, il y a du bonheur ce genre de presse là-dessus. Là. J'ai une question où moi aussi je vois beaucoup de choses passer à date au niveau de ce que je vois. Vous parlez de VPN, et moi à date les groupes que j'ai, comme là le groupe que je t'ai expliqué hier Mathieu, là, ils utilisent Cloudflare aujourd'hui.
Est-ce que vous en voyez de plus en plus sur ces nouveaux groupes chinois ou pas? Parce que moi, c'est Cloudflare pour proxyser, ou en même temps, c'est Cloudflare Tunnel pour refaire du VPN avec évidemment des services Cloudflare. Comme je dis, les méchants utilisent les mêmes trucs que les gentils. Donc est-ce que ça vous en voyez? Parce que là, ça commence à devenir un peu plus compliqué, ou Cloudflare devrait faire évidemment sa job, un peu comme Google n'a pas laissé évidemment des apps pendant 6 mois. Là, mais merci encore. Pour du VPN, Cloudflare, ça me dit rien. Mais par contre, des CNC cachés derrière Cloudflare, ça, il y en a des milliers. Ça, c'est vraiment... Ou l'utilisation des workers Cloudflare, donc ils n'ont même pas besoin d'utiliser RCE, ça on voit de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'on a une question en ligne? Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Merci.